Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 73. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice qui relève davantage de la géométrie. L'énoncé est le suivant, nous avons un R espace vectoriel de dimension n, qu'on appelle E ici, on a A, une partie de E, et on aimerait montrer que tout élément de l'enveloppe convexe de A s'écrit comme combinaison convexe d'O plus n plus un point de A. Donc c'est un exercice qui, je pense, peut être tout à fait résolu pour un étudiant de deuxième année de classe préparatoire, éventuellement un première année de classe préparatoire, à condition qu'on lui amène bien les définitions qu'il faut d'une autre manière que celle que je fais ici. Mais je pense que ce serait mieux de poser ce type d'exercice pour un deuxième année de classe préparatoire, essentiellement parce qu'il se sera accoutumé un petit peu aux notions de convexité à travers les cours de topologie. Donc les notions d'enveloppe convexe, combinaison convexe, seront un peu moins obscurs pour un élève de deuxième année de classe préparatoire plutôt qu'un première année. Bon alors ce résultat est un résultat en fait qui peut s'énoncer dans un cadre un petit peu plus général, assez connu, qui s'appelle le théorème de Carat-Théodori. Alors en fait, on peut énoncer ce théorème dans un cadre où on travaillerait avec un R espace affine. Donc qu'est-ce que j'entends par R espace affine? Ce que j'entends, c'est un espace vectoriel décalé qui passe pas nécessairement en 0, 0, 0, donc en l'origine. En fait, pour juste bien définir les choses, on prend un point dans un espace vectoriel et à partir de ce point, on engendre un ensemble de points à partir d'un sous-espace vectoriel de E. Donc on prend un point A, puis on suit toutes les directions qu'on peut suivre grâce au sous-espace vectoriel de E qu'on aura choisi au préalable, et ça nous donne un espace affine. Pour vous représenter vraiment ça, c'est comme ce qu'on verrait en terminale, le fait de dire qu'une droite peut être engendrée par un point et un vecteur. En fait, une droite est donc un espace affine, puisqu'il vous a fallu un point et un espace vectoriel de dimension 1, qui correspondrait à tous les vecteurs qui sont collinéaires à un vecteur directeur de cette droite. Donc vraiment, voilà, c'est ça un espace affine. Et donc on peut généraliser l'énoncé dans le cadre de R espace affine. Je pense qu'éventuellement on pourrait généraliser les choses dans le cadre complexe. Mais voilà, je pense que ça s'énonce plus généralement dans un cadre de R espace affine ou R espace vectoriel. Ok, très bien. Donc avant de lancer, de vous demander de faire une pause pour résoudre cet exercice, j'aimerais faire quelques petits rappels de cours, notamment rappeler ce que c'est l'enveloppe convexe d'un ensemble, puis ce que j'entends par combinaison convexe. Alors c'est quoi l'enveloppe convexe d'un ensemble? En fait c'est le plus petit convexe de E qui contient A. Donc c'est le plus petit convexe de E contenant A. Alors c'est quoi un ensemble convexe, juste pour rappel? Donc un ensemble convexe, que je vais appeler C, c'est un ensemble dans lequel, si je prends une paire de points dans cet ensemble, et que je considère le segment formé par cette paire de points, donc j'ai X, Y, eh bien le segment est complètement inclus dans l'ensemble C de départ. Donc c'est ça que ça veut dire avoir un ensemble convexe. Mathématiquement parlant, on dira que C est convexe. C'est-à-dire, quand je dis mathématiquement parlant, ça veut juste dire, en termes de formule, si on veut, ça veut dire que pour n'importe quel x, y dans C, et pour n'importe quel lambda dans 0, 1, alors lambda x plus 1 moins lambda y est dans C. Oups, est dans C, j'ai dit. Donc c'est ça que ça veut dire avoir un ensemble convexe. Et donc, ici, comme vous pouvez le constater, en fait, ce calcul-là, faire lambda x plus 1 moins lambda y, en fait, c'est exactement caractériser tous les points du segment. Donc, prendre une valeur de lambda, c'est exactement prendre un point du segment. Par exemple, là je dis ça pour ceux qui ne sont pas habitués à manipuler ce genre de choses, si je prends lambda égale 1,5, ça correspond exactement au milieu du segment. Ok, donc voilà, donc ça c'est la définition de la notion de convexité en termes d'ensemble. Il y a bien sûr un lien avec la convexité des fonctions, mais je ne vais pas le rappeler ici. Ceux qui seront curieux pourront aller jeter un coup d'œil sur le net, je pense que ça se trouve facilement. Bref, donc on a cette notion de convexité, et l'enveloppe convexe est chercher le plus petit ensemble convexe qui contient un ensemble A.
Bon, vous me direz, cette façon de définir l'enveloppe convexe, c'est quand même un peu trop abstrait. On aimerait bien peut-être quelque chose d'un peu plus calculatoire. Et en effet, ça existe. Alors, la méthode un petit peu plus combinatoire de définir l'enveloppe convexe, c'est de définir de la manière suivante. On va prendre... Alors là, je vais me permettre juste un petit truc. Je le dis maintenant. Je vais me permettre un petit truc. Je vais faire un jeu de langage où je vais prendre des points dans l'espace E et puis prendre des vecteurs engendrés par ces points. Quand on travaille dans un espace vectoriel, prendre un point, c'est exactement la même chose que prendre un vecteur. C'est vraiment la même chose. Donc je pourrais réécrire juste en disant, bah ok, j'écris la relation pour les vecteurs. Mais dans le cadre d'un espace affine, c'est pas la même chose. Et donc, bon bah, en fait, ce que j'aimerais, c'est essayer de contenter un peu tout le monde en jouant avec des notations qu'on utilise plus généralement pour les espaces affines. Et donc, bah, pour permettre aux gens aussi qui travaillent les espaces affines de voir comment la preuve fonctionne dans le cadre espace affine, je vais décider de bien distinguer ce que j'entends par point et par vecteur, mais dans un cadre espace vectoriel, je le répète, ce sera la même chose. Donc là, je vais dire que c'est l'ensemble des points qui sont dans E, donc l'ensemble des vecteurs, si vous préférez, qui sont dans E ici, tel que, bah, il va exister un K entier naturel non nul, il va exister une collection lambda 1 jusqu'à lambda K de réels compris entre 0 et 1, et il va exister également une collection de points A1 jusqu'à AK dans l'ensemble A, tel que deux choses. La première, c'est que la somme des lambda I vaut 1. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais demander à ce que la combinaison suivante soit respectée, et je vais l'écrire sous la forme vectorielle. Donc le vecteur OM est égal à la somme des lambda I O à I allant donc de 1 à K. Et ce que j'appelle O ici, c'est l'origine de l'espace vectoriel. Mais à vrai dire, cette combinaison linéaire, je pourrais remplacer O par n'importe quel point que je voudrais choisir dans l'espace. Ça marcherait aussi. Okay, donc voilà ce qu'on entend ici par enveloppe convexe. Et donc, bah, en un dessin, ça veut juste dire qu'on doit prendre tous les segments possibles que l'on pourrait tracer entre tous les points qu'on va avoir dans l'ensemble. Donc là, si je prends un ensemble de points, éventuellement à l'intérieur, voilà. Donc si je prends un ensemble de points, si A c'est un ensemble de points, alors il suffit de dessiner tous les segments qu'on peut former entre ces points, mais également tous les segments qu'on pourra former entre des points qui appartiennent à ces segments. Donc si je commence à m'amuser à dessiner tout ça, petit à petit, je vais me retrouver finalement avec le polygone suivant. Donc là, ce que je viens de dessiner, c'est ce qui correspondrait à l'enveloppe convexe de l'ensemble des points que j'ai pris en bleu. Okay, et donc, oui, ça correspondra au plus petit ensemble convexe de E qui contient A. Donc voilà comment on peut définir les ensembles convexes. Alors, ce qu'on entend par combinaison convexe, c'est exactement des combinaisons qui s'écrivent de cette manière-là. D'accord? Donc c'est ça qu'on entend par combinaison convexe. C'est ce qu'on entend, c'est juste vraiment dire, bah ok, j'ai une somme de lambda I qui vaut 1 avec les lambda qui sont positifs, et je demande à ce que le vecteur OM s'écrive comme combinaison comme ceci des vecteurs O à I. D'accord? Je le répète encore une fois, je m'amuse à distinguer la notation point de la notation vecteur. Dans un cadre d'espace vectoriel, c'est la même chose. Rien ne m'empêcherait de réécrire ce que je viens d'écrire comme étant ici M égale la somme des lambda I à I. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on pourrait l'écrire dans le cadre des espaces affines. C'est pour ça que je le dis. Donc voilà, combinaison 1, ça c'est bien. Alors maintenant, avant de vous laisser le temps à la réflexion, donc à l'exercice, j'aimerais juste vraiment vous souligner un point, et c'est ça la difficulté de l'exercice. A priori, quand on définit l'enveloppe convexe d'un ensemble A, on voit qu'on a le choix de l'indice K. D'accord? L'indice K, ça peut être un entier naturel non nul, n'importe lequel. Et donc, a priori, cet indice-là peut être aussi grand qu'on le souhaiterait. Et l'énoncé de cet exercice nous indique qu'en fait, on peut se restreindre à prendre finalement n plus un point. Au plus n plus un point.
Donc c'est là la difficulté de l'exercice, hein, essayer de montrer qu'en fait, finalement, pour engendrer l'enveloppe convexe d'un ensemble A dans un espace vectoriel de dimension n, ou un espace affine de dimension n, on a cette chose-là. Donc, mais pour K qui va de 1, préférence, de 1 jusqu'à n plus 1. Bon voilà, maintenant que j'ai indiqué tout ce qu'il fallait indiquer, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors à cet exercice, il y a deux difficultés. La première, c'est de voir comment on démarre déjà. Et puis la deuxième, c'est, une fois qu'on a avancé un petit peu, ça va être une question d'essayer de conserver une combinaison linéaire avec un ensemble de vecteurs plus petits. Hein, une combinaison linéaire qui correspondra à une combinaison convexe avec un nombre d'entiers plus peu, enfin un nombre de réels en jeu plus petit. Donc il y a vraiment deux petites difficultés qu'il va falloir traverser. Alors pour le démarrage, hein, pour vous donner une idée déjà maintenant, en fait l'idée ça va être de dire je vais avoir mon point qui s'écrit comme combinaison convexe d'autres points. Si le nombre de points en jeu est déjà plus petit que n plus 1, il n'y a rien à faire. Si par contre il est plus grand, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser le fait qu'on travaille en dimension n pour me réduire à un ensemble de vecteurs plus petits. Il est là en fait le jeu, et donc pour cela, en fait, je vais utiliser une famille de vecteurs qui va être finalement liée. Donc c'est ça l'idée avec laquelle il faut démarrer cet exercice. Bon, je me permets d'écrire conv de A pour enveloppe convexe. Donc alors je prends M, un point de l'enveloppe convexe. Donc prendre M, un point de l'enveloppe convexe, ça veut dire donc qu'il existe K entier naturel non nul, il existe lambda 1 jusqu'à lambda K des réels compris entre 0 et 1. Il existe également un ensemble de points A1 jusqu'à AK, appartenant à A, tel que, deux choses. La première, c'est que la somme des lambda I vaut 1, I allant de 1 à K. Et la deuxième, pas tout de suite, le vecteur OM est égal à la somme des lambda I OAI. Donc pour I allant de 1 à K. Où O est l'origine de l'espace vectoriel. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Bien, alors voilà, j'ai cette définition. Donc première chose à dire, si K est plus petit que n plus 1, on a terminé. Sinon, on a K qui est plus grand que n plus 1. Et donc comme je l'ai dit, je vais faire intervenir une famille de vecteurs qui va me permettre de lier les points ensemble. Et la bonne idée, c'est de faire intervenir des vecteurs par rapport, par exemple, au vecteur A1. Après, à vrai dire, on a le choix, mais je vais faire ici intervenir les choses par rapport au point A1. Donc, ce que je peux faire, c'est, on a A1, A2, A1, A3. Oups. Je fais attention quand même un peu à mon écriture. A3 jusqu'à A1, AK. Donc, ça, c'est une famille de vecteurs qui contient exactement K vecteurs, et ici, K-1 vecteur, qui contient K-1 vecteur, mais K-1 c'est plus grand stricta n. Une famille de K-1 vecteurs. Et donc K-1 est plus grand que n. Par conséquent, comme on travaille dans un espace vectoriel de dimension n, ça veut dire que les vecteurs qui sont ici sont liés. Donc la famille est liée. Maintenant que je sais que la famille est liée, j'écris ce que ça veut dire avoir une famille liée. Ça veut dire qu'il existe un K uplé, un K-1 uplé, donc alpha 2 jusqu'à alpha K. Donc il existe un K plus 1 uplé, je vais y arriver, K-1 uplé, donc de réel. Non tous nuls, hein, donc ça veut dire que c'est pas égal
à cette chose-là, telle que eh bien, la somme des alpha i A1 à i est égale à 0. Donc pour i allant de 1 à... pas 1, 2, c'est mieux. Pour i allant de 2 à 4. Je me retrouve avec ça. Et l'idée, c'est avec cette combinaison linéaire, ce que j'aimerais, c'est essayer de faire intervenir une combinaison linéaire qui lierait les vecteurs O à I. Pour cela, on va utiliser tout bêtement du Schall. Donc si j'utilise tout bêtement du Schall, on va pouvoir écrire la chose suivante. Donc en fait, cette combinaison linéaire, c'est équivalent à écrire qu'on a une combinaison linéaire suivante, I allant de 1 à K, des bêta I O à I, égale 0, avec, bien si je fais du Schall ici, je vois que je vais avoir, bon après il faut faire le choix, donc je vais avoir, donc ouais, alors ce que je peux faire c'est, je réfléchis 2 secondes, donc ce que je peux avoir c'est, je peux découper le vecteur en Schall, hein, donc en faisant, ça c'est ce truc là, donc je peux écrire la chose comme ça. Et une fois que j'ai écrit la chose comme ça, bon bah le vecteur ici, c'est moins le vecteur OA1. Donc ça veut dire que le bêta 1, je vais poser bêta 1 comme étant la somme des alpha i, donc ça va être alpha 2, mais avec un moins devant. Donc moins alpha 2, moins alpha 3, jusqu'à moins alpha, alpha k, c'est ça. Et puis tous les autres, hein, bêta i, c'est égal à alpha i pour i plus grand que 2. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du Schall ici, puis après, bah, j'ai le A1O, je l'ai réécrit comme OA1, et donc ça veut dire que ça a fait amener un signe moins. Donc on se retrouve avec cette combinaison linéaire intrigante. Maintenant qu'on a cette combinaison linéaire, on aimerait bien la faire intervenir dans la combinaison linéaire qui permet de décrire OM, afin d'essayer de faire disparaître un vecteur. Alors, peut-être qu'une idée qui vous viendrait à l'esprit, ça serait de faire disparaître OA1, mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée de faire ça. Pourquoi ? Bah parce que, en fait, la difficulté maintenant qui apparaît, hein, c'était ce que je vous disais, il y a une deuxième difficulté qui devait apparaître, et bien c'est là la deuxième difficulté. En fait, on aimerait bien changer un petit peu la combinaison linéaire là-haut, de façon à ce qu'on garde deux choses. La première, les coefficients doivent rester positifs. Et la deuxième, il faut que la somme des coefficients soit toujours égale à 1. Donc là, on a vraiment deux petites difficultés qui interviennent. Et pour essayer de pallier à ces deux petites difficultés qui interviennent, eh bien, on va faire une petite opération. Alors, c'est pas très simple à voir, mais on va essayer de faire une petite opération. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que la somme des bêta i, pour i allant de A à K, ça fait 0. Or, nous avions une famille qui est liée, donc ça veut dire que tous les bêta i ne sont pas nuls. Il y en a quelques-uns qui doivent être non nuls. Et donc, bah, s'il y en a qui sont non nuls, ça veut dire que parmi les éléments qui sont non nuls, il doit y en avoir au moins un qui doit être positif, strict. Donc déjà, je vais faire la remarque suivante. Comme la somme des bêta i allant de 1 à k est égale à 0, alors on a que il existe un j parmi les indices tels que bêta j est positif strict. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire intervenir un bêta j, là dans l'affaire. J'aimerais bien essayer de faire intervenir les bêta j de façon à ce que le côté positif de la combinaison linéaire là-haut soit gardé. Alors pour essayer de garder cette positivité et faire une combinaison linéaire qui encore a du sens, ce que je vais chercher à faire, c'est que je vais déterminer en fait le minimum. Donc ce que je vais faire, c'est que en gros, pour essayer de faire comprendre ce qui va se passer maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'à partir de bêta j qui sont positifs, on va essayer de déterminer une espèce de distance, si je puis dire, qui nous permettrait d'annuler un des lambda i et de garder tous les autres positifs. En gros, c'est ça l'idée. Et pour jouer là-dessus, il va falloir jouer avec les bêta j qui sont positifs.
Donc je vais considérer, et c'est là la question de distance qui va apparaître, je vais considérer, alors il faut que je fasse un choix de nom, on va l'appeler mu, donc soit, est-ce que mu c'est un bon choix, je vais l'appeler nu peut-être, donc j'appelle nu, donc je vais appeler nu, en fait le min des quotients suivants, donc je vais faire lambda i, est-ce que c'est ça que je veux? Donc lambda i sur mu i, pas mu i, bêta i, avec bêta i qui doit être positif. Donc lambda i qui doit être, je pense que lambda i doit être non nul. Bon après s'il y a un des lambda i qui est nul, j'ai gagné. Ok, j'ai peut-être oublié de le dire ça. Donc si la combinaison linéaire demande à avoir k supérieur strict à n plus 1, la chose que je pourrais préciser c'est que s'il y a un des lambda i qui vaut 0, alors finalement k n'est pas plus grand que n plus 1. Donc c'est ça qu'il faudrait peut-être que je dise avant. J'aurais peut-être dû le dire au tout début, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Alors j'ai effacé un truc que j'aurais peut-être pas dû, donc je sais déjà qu'il existe un j dans un k tel que bêta j est positif. Donc petite remarque que je vais mettre peut-être ici finalement. Donc remarque. Donc la remarque que je veux faire, c'est que si un des lambda i est égal à 0, alors m serait le résultat d'une combinaison convexe avec k-1 point. Et dans ce cas-là, on a gagné. Il n'y a rien à faire. Ok, donc j'aurais peut-être dû le dire avant. Donc s'il y avait un des lambda i qui était nul, bah dans ce cas-là, on aurait déjà, pareil, on aurait terminé l'idée de essayer de descendre d'un cran. Ok. Donc bon, voilà. Là, ce que je suppose, c'est que tous les lambda i sont non nuls. Donc maintenant que tous les lambda i sont non nuls, je peux poser la chose suivante qui va être très intéressante. Donc posons nu égale. Donc là, je vais écrire, supposons que lambda i est non nul pour tout i. D'accord. C'est pour terminer ma remarque. Donc nu, je vais considérer comme étant le min des lambda i sur... donc ce que je vais faire, c'est sur bêta i, avec les bêta i qui sont strictement positifs. Donc je vais considérer cette chose. Très bien. Et puis une fois que j'ai considéré cette chose, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, donc je vais poser quelque chose, donc soit mu i égale, alors ce que je vais faire c'est, si je ne fais pas de bêtises, j'aimerais faire lambda i, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Je pense que c'est moins. J'aimerais faire lambda i moins nu fois bêta i. Alors, en faisant ça, on peut s'assurer que tous les MUI que j'ai écrits ici sont positifs. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je disais, hein, j'essayais de l'expliquer, mais je vais le réexpliquer ici. L'idée, c'était d'essayer de déterminer la distance minimale, d'une certaine manière, entre les lambda i et 0. Entre le fait que tous les lambda i sont nuls et le fait qu'au moins un des lambda i soit nul. Ok? Donc, cette distance, elle va être donnée exactement par nu. Et on fait une distance par rapport à bêta i, en fait. On cherche une proportionnalité à respecter. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée-là. Et... donc ça veut dire qu'on fait une distance parallèlement finalement à un certain vecteur qui est donné par les bêta i, si vous voulez. C'est une façon de penser. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une façon de penser. Donc, si on le pense un petit peu comme ça, comme on a déterminé cette distance minimale, je pense que ça paraît assez naturel que cette soustraction que je viens d'écrire soit finalement plus grande que 0. D'accord? Alors, si bêta i est négatif, c'est clair que ça marche, hein, parce que là, on a nu qui est positif. Donc là, je fais lambda i moins quelque chose qui est négatif, donc ça marche. Alors, je vais peut-être le justifier quand même, juste histoire qu'on soit clair. Alors, je vais effacer ça, histoire d'avoir de la place. Ok. Donc,
si bêta i est négatif, alors on a que mu i qui est positif, hein, je vous le dis directement, donc ça c'est positif. Même positif strict si je veux, puisque lambda i est déjà positif strict. Sinon, bah je sais que je peux écrire mu i qui est égal donc à lambda i moins nu bêta i, et par construction, le nu c'est la valeur minimale de ces quotients. Donc ça veut dire que nu, il est plus petit que n'importe quel de ces quotients. Et donc en particulier, en mettant un moins, ça veut dire que ce truc-là, il va être plus grand que n'importe lequel de ces quotients. Et en particulier, je peux prendre le quotient lambda i sur bêta i. Donc là, c'est le cas où bêta i est positif strict. Donc je peux écrire ça fois bêta i, et en faisant ça, ce calcul donne 0. Donc vous voyez, on a vraiment fait un choix de nu qui fait que on reste avec des coefficients qui sont tous positifs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on peut s'assurer que les mu i ont une somme égale à 1, ce qui va me permettre de vérifier en même temps que les mu i sont tous plus petits que 1. Alors, on peut le faire. Donc, si je fais la somme des mu i, ça va me donner la somme des lambda i plus, moins, nu, la somme des bêta i. Voilà. Et en faisant cette opération, je vous rappelle que la somme des bêta i fait 0. Les bêta i sont ici. Donc la somme des bêta i fait 0. Cette somme dégage. Donc je me retrouve finalement avec la somme des lambda i. Et cette somme, je sais déjà qu'elle vaut 1. Donc c'est gagné. Je viens de démontrer alors que les mu i sont bien compris entre 0 et 1, et en même temps que leur somme fait 1. Bon, il reste un dernier truc. Et ça aussi, ça vient de notre construction. Eh bien, on sait que le vecteur OM de notre point de départ, on pouvait l'écrire comme somme pour i allant de 1 à k de lambda i au OAI. Comme la somme des bêta i OAI fait 0, rien ne m'empêche d'ajouter ou de soustraire nu fois bêta i. Donc là, je peux écrire que ça, c'est la même chose que finalement la somme pour i allant de 1 à k des lambda i moins nu bêta i. Alors là, vous vous dites pour l'instant, j'ai peut-être rien fait. Vous pourrez avoir l'impression que la combinaison linéaire que j'ai écrite ici contient encore le même nombre de termes. Eh bien, en fait, non. En fait, non. Pourquoi ? Parce que le minimum, il est atteint par une valeur précise. Donc, on sait qu'il existe. Je ne vais pas l'appeler J. On va dire qu'il existe S. Donc, il existe S dans un cas, tel que, en fait, nu est exactement égal à lambda S sur bêta S. Ça vient juste de la définition du minimum sur un ensemble fini. Donc quand on fait le minimum sur un ensemble fini, il est vraiment atteint, et voilà. C'est même la définition d'un minimum en fait. Donc il est vraiment atteint par une valeur d'indice, et cette valeur d'indice, on peut l'appeler S. Du coup, ça veut dire que là-dedans, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui s'annule, c'est pour i égale S. Donc en fait, finalement, je peux réécrire cette somme comme étant la somme pour i allant de 1 à k, avec i différent de S, de lambda i moins nu bêta i OAI. Donc avec le fait que lambda S moins nu bêta S, c'est exactement égal à 0. Encore une fois, c'était une question de distance, je le répète. L'idée de faire intervenir ce nu, c'était une question de distance entre le uplé donné par les lambda i et le uplé donné par des lambda qui sont tous positifs, de somme égale à 1, de façon à, encore une fois, que l'un de ces coefficients soit nul. Et on a fait une question de distance aussi en suivant une direction qui était donnée par les bêta i. Donc il y a vraiment plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette idée-là. C'est vraiment, je pense vraiment qu'il faut avoir en tête que l'idée c'est, je veux garder la positivité des coefficients. Je veux respecter encore une fois la somme des lambda i égale 1. Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Je peux utiliser les bêta i qui sont de somme égale à 0. Je peux utiliser les bêta i
et jouer sur une distance, donc c'est là où intervient ce nu, jouer sur une distance de façon à ce qu'on se retrouve vraiment avec la valeur minimale ou la valeur exacte pour laquelle on a un des coefficients qui est nul et tous les autres sont positifs. Et donc voilà comment on se retrouve. Donc là du coup, ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette opération, on s'est retrouvé à dire que le point M peut s'écrire comme combinaison convexe de au plus, k-1 point. Alors qu'on avait supposé qu'il s'écrivait comme combinaison linéaire de k points qui était plus grand strict à n plus 1. Donc grâce à cette opération, on en déduit que M s'écrit comme combinaison convexe d'O plus k-1 point. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que si M s'écrit comme combinaison convexe de k point k plus grand strict à n plus 1, alors il peut s'écrire comme combinaison convexe de k moins 1 point. Donc il suffit de faire maintenant une récurrence décroissante pour conclure. Donc on conclut par récurrence décroissante. Donc c'est-à-dire que là j'ai fait une étape, quand k est plus grand strict à n plus 1, je me suis retrouvé avec une combinaison convexe avec O plus k moins 1 point. Si je me retrouve avec k moins 1 point, je peux aller à k moins 2, k-2, k-3, etc. jusqu'à ce que je me retrouve avec un truc qui est plus petit que n plus 1. Donc on conclut par récurrence décroissante le résultat souhaité. Et voilà qui termine la preuve de ce théorème de Kara-Théodori. Voilà, donc c'est un joli exercice qui amène à la fois à des questions de géométrie, parce qu'en fait, ces petites manipulations de nus, de tout ça, vraiment ça peut se comprendre, comme je viens de le dire, en termes de distance. Les lambda i, c'est une question de barycentrage. Pareil, les bêta i, c'est aussi une question de barycentre. Donc vraiment, il y a un peu de tout qui vraiment nous laisse penser à la géométrie. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous donner une façon visuelle de comprendre les inégalités que je vous ai données au fur et à mesure pour bien comprendre les étapes de la résolution. Donc j'espère être parvenu à vous donner vraiment toutes les étapes, en tout cas à vous faire comprendre toutes les étapes de la résolution. Bon, alors, ce théorème de Kara-Théodori a une conséquence qui va être intéressante. Et donc j'aimerais vous la partager, cette conséquence. Donc je vais effacer. Conséquence intéressante pour également une suite d'exercices que je suis en train de commencer à faire. Donc il y aura probablement un exo de colle qui sortira avant ce petit exo de colle. Et il y a cet exercice-là, et notamment la conséquence de cet exercice-là qui pourra apparaître. Je suis en train de commencer à faire une petite suite d'exercices qui vont amener à un gros exercice de colle dont la résolution va utiliser plusieurs résultats. Et donc, notamment, le résultat que je vais énoncer ici, qu'on va prouver grâce au théorème de Kara-Théodori, va intervenir dans la preuve du gros exercice. Je ne vous parle pas encore de l'énoncé de ce gros exercice, parce que je me pose encore la question si je vais vraiment le faire, mais je vous en parle là rapidement pour vous dire, voilà, l'idée ici que j'aimerais essayer d'amener, c'est de faire un ensemble d'exercices qui amène à un gros exercice, à une résolution d'un gros exercice, comme je l'ai fait pour, par exemple, le théorème des deux carrés, ou également le théorème disant que ON de Q est dense dans ON de R, c'est un peu le même genre d'idée, il va y avoir une suite d'exercices qui amène à un gros résultat. Alors là, donc j'aimerais parler d'un corollaire de ce qu'on vient de faire. On peut montrer la chose suivante: si K est compact, c'est ça que je voulais dire, donc si K est compact, alors, eh bien, l'enveloppe convexe de K est également compacte. Voilà. Ok, donc un corollaire intéressant, c'est le suivant. Et donc, comment on prouve ce corollaire? C'est pas très difficile. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que l'enveloppe convexe d'un ensemble A peut s'écrire
à l'aide de combinaisons d'O plus N plus 1 point dans A. Donc en fait, on peut créer une fonction continue qui va partir d'un ensemble pour arriver finalement à l'enveloppe convexe qu'on veut. Et donc la fonction qu'on pourrait considérer, ça serait la suivante. Je vais considérer la fonction f qui va partir d'un ensemble un peu particulier. Donc je vais avoir mon ensemble, je vais dire ça, je vais l'écrire comme ça. Donc je vais avoir mon ensemble, donc là l'espace vectoriel E, et je vais en prendre n plus 1 copie. Donc c'est comme prendre n plus 1 point. Et puis il va y avoir un autre ensemble que je vais appeler grand lambda. Et en fait, grand lambda, ça va être le choix des lambda que je peux faire. Donc en fait, ça va être l'ensemble des lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1. Pardon, tout, je réfléchis. Oui, c'est ça. Donc lambda 1, lambda n plus 1, qui sont des éléments compris entre 0 et 1, tels que la somme des lambda i est égale à 1. Donc je vais considérer une application qui part de ce genre de uplet, donc lambda 1, lambda n plus 1, et un ensemble de vecteurs que je vais encore une fois faire correspondre à des points. Donc là c'est comme si je prenais n plus 1 point, donc j'aurai A1 jusqu'à n plus 1, et qui va donc dans E en faisant exactement le même type d'opération, c'est-à-dire qu'il va associer M tel que je veux que OM soit égal à la somme des lambda I O AI avec I allant de 1 à n plus 1. Cette application-là, c'est pas très difficile de se convaincre que c'est une application qui va être continue. Et on peut se rendre compte que si je fais f de lambda croix k puissance n plus 1, eh bien je me retrouve, donc l'image de cet ensemble-là par f, ça va être exactement l'ensemble convexe de k. Et ça vient du théorème de Kara-Théodori qu'on vient de démontrer. Donc ça vient de ce théorème. Très bien. Et maintenant que j'ai ce résultat-là, je peux aussi dire que K, c'était un compact. Donc K puissance n plus 1, quand je fais des produits cartésiens de compact, je reste compact. Donc ce truc-là est compact. Et en plus de ça, le lambda, vous voyez que j'ai fait des produits cartésiens de compact, et puis j'ai pris un fermé de ce compact. Prendre un fermé d'un compact, c'est aussi un compact. Donc en fait, le lambda ici est aussi compact. Donc encore une fois, par produit cartésien, j'en déduis que ça, c'est compact. Et donc, conv de K, c'est finalement l'image par une fonction continue d'un compact. Et donc ça, c'est de la topologie. L'image d'un compact par une fonction continue est compact. Donc on conclut que conv de K est compact. Et voilà, donc ça c'est un résultat intéressant qui est une conséquence directe du théorème de Kara-Théodori. Pour ceux qui aimeraient s'amuser, vous pouvez vous amuser à vérifier la continuité et vous pouvez réécrire la chose un petit peu autrement pour les espaces vectoriels. Vraiment, vous pourriez très bien réécrire en disant, en fait, l'application, elle prend lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1, elle prend des vecteurs U1 jusqu'à UN plus 1, et j'associe tout bêtement la combinaison linéaire. Donc c'est vraiment, là je vais effacer ce que j'ai écrit là, mais c'est vraiment la somme des lambda I, UI, I allant de 1 à n. Et je pense qu'avec les normes usuelles, la norme usuelle qu'on poserait dans ce type de produit cartésien, donc soit la norme infinie, ce que vous voulez, peu importe, c'est très facile de vérifier, peu importe la norme, puisqu'on travaille en dimension finie de toute façon. Donc peu importe la norme que vous allez poser à gauche et à droite, vous allez pouvoir montrer la continuité. C'est une application
D'ailleurs, une bonne partie de cette chose est une application linéaire, hein, finalement. Donc voilà, là notamment la partie en E est une application linéaire. Donc vraiment, voilà, c'est pas très difficile de vérifier que cette application est bien continue. Je vous laisse le soin de le faire par vous-même si vous n'en êtes pas convaincu. Et puis, grâce à cette continuité, on conclut ce résultat qui, je pense, est assez intéressant. Et on verra plus tard dans un gros exercice en quoi ce type de résultat dans quel cadre ce type de résultat pourrait être appliqué. Bon voilà, je pense en avoir terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo, cet exercice, ou par le reste du contenu de la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, je risque de me planter, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour la sortie des prochaines vidéos, à me soutenir. De nouvelles vidéos vont se présenter à vous pour continuer à parcourir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne suite de semaine et je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!